coordinatrice digitale d'Aérotourisme, et Jean-François Pouget, qui est directeur marketing d'Aérotourisme, et qui vont raconter leur histoire. Elle est longue, leur histoire, d'accord Alors, elle est d'abord passionnante, et je vous remercie de ne pas être à la plage malgré la promesse on the beach, et d'être avec nous en cette fin d'après-midi. Bien. On attaque ? Allez. Allons-y. Et donc, l'histoire que l'on va vous raconter est celle de la fabrique d'un nouveau portail. Et lorsqu'on s'est lancé dans l'aventure, on n'imaginait pas ce que cette fabrique-là allait générer sur la durée, puisque entre le moment où nous avons lancé ce chantier et à ce jour, non seulement nous avons un nouveau portail, on va vous en raconter l'histoire, mais surtout, on a une nouvelle entreprise. C'est-à-dire que la fabrique du portail a fabriqué une nouvelle entreprise. Sandrine, on est là sur quelque chose d'extrêmement factuel, c'est-à-dire un ancien objet qui avait vécu sa vie d'ancien objet. Nous sommes en quelle année, Sandrine ? Avant 2019. Donc, voilà. Et aujourd'hui, un nouveau portail qui a vu le jour en 2021. En 2021. Ça fait un an et demi qu'il est en ligne. Voilà, un an et demi qu'il est en ligne. Alors ça, c'est juste factuel sur la satisfaction qui est la nôtre, évidemment, d'afficher 1 100 000 visites pour le vieil objet, qui n'avait pas démérité, loin de là, et aujourd'hui, où on dépasse les 2 millions de visiteurs. Mais comment ça s'est passé ? Comment on en est arrivé là ? Tout simplement, évidemment, nous avions constaté que notre portail souffrait de l'âge de ses artères. Donc, on s'est dirigé vers ce que tout le monde fait généralement, c'est-à-dire la commande d'un diagnostic. Voilà. Alors, on a convoqué un super cabinet d'études, cherchez-le, je crois qu'il est dans la salle, et il nous a donné évidemment son audit, et à la fin, il n'y avait pas photo, il fallait changer. De toute façon, on avait un objet qui vieillissait, et dont l'entreprise qui le manageait était presque en fin de vie elle-même. Et donc, il y avait urgence en la matière, et au lieu de dire, bon, on va faire un nouveau portail, on s'est posé d'autres questions que celle-là de dire, il nous faut un nouveau portail. Et on s'est posé des questions sur, mais qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Et là aussi, il y a des mots clés, forts, qui sont venus choquer notre volonté d'agir différemment, et notamment la question de la fabrique de contenu. C'est-à-dire la question de mais quelles histoires on va raconter, quel récit on va porter, etc., etc., etc. En déroulant à partir de ce constat qui est celui de mais bon sang, mais c'est bien sûr, il n'est de dialogue avec un client que une histoire, des expériences. Voilà, donc du coup, la première étape a été de travailler sur notre ADN de destination. Voilà, en gros, qui on est, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, on a nos 4 thématiques qui sont ressorties, thématiques du schéma également. Et le no, tout ce qui est autour des grands sites, des espaces de loisirs et tout ce qui est autour de la culture. Bref, l'idée était d'aborder la question de la marque à partir des grands récits qu'elle portait et dont on imaginait qu'elle allait être la vérité de la communication sur elle-même. Et à partir de là, nous avons avancé cette fois en nous posant la question de mais qui veut-on ? Voilà, donc là c'est l'étude de nos personas. Donc c'est vraiment la base du projet. On a 3 groupes de travail qui se sont axés dessus, on les verra tout à l'heure. Mais pour nous, c'était vraiment important de se concentrer sur eux, de se dire voilà, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on peut leur dire, aussi en mettre en relief avec notre ADN de destination. Et pas uniquement qu'est-ce que nous, on a envie de leur dire, c'est aussi qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre et de quoi ils ont besoin. Donc on a fait un gros travail sur nos 3 groupes de personas qui sont pour chez nous la famille historiquement, les juniors et quinquados,
et les jeunes, chez qui on avait, pour nous, c'était une nouvelle cible qu'on ne connaissait pas du tout et qui, pour nous, était importante de cibler justement pour redynamiser aussi la destination et puis faire une destination touristique sur l'année. Et dès l'origine du chantier, la question a été posée de savoir mais qui participait à ce chantier à l'intérieur de l'entreprise, et nous avons souhaité mobiliser l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire tout le monde, y compris ceux qui s'occupent des comptes, y compris le factotum, bref, on a mis tout le monde autour de la table sur la question à la fois des personas et à la fois, vous le verrez, des autres items qui structuraient le chantier. Je me permets, moi, 2 secondes là, sur les personas, parce que ce qui était intéressant, enfin, je connais un peu le projet, et sur des personas, en fait, déjà, ils sont venus 2 fois sur les personas. Ils ont fait un premier niveau de persona, puis après, donc c'était des demi-journées, je crois, sur les personas, et après, ils sont revenus une 2e fois sur les personas, une journée entière. En gros, ils ont fait une journée et demie sur les personas. Et ce qui est intéressant, et c'est tout la clé, en fait, sur le résultat final, c'est que derrière, ils se retrouvent avec 6-7 pages de persona. À la base, c'est même plus du persona, c'est presque de l'étude de clientèle affinée. Mais 6-7 pages de persona, ça matérialise vraiment derrière la finesse de la réponse. Et je trouve que ça part de là, en fait. C'est l'essence même au départ. Donc je voulais juste faire cette parenthèse-là, parce que c'est pas rien. Et en plus, derrière, le persona, vous l'avez traité, tu vas l'expliquer d'une manière assez spécifique. Oui, et ça structure toujours notre rapport éditorial, évidemment, dans le continuum de la vie du site, en ce moment. Ah oui, alors, je reviens à cette question ontologique de qui sommes-nous. Et le maître mot, c'était de se poser comme usine de fabrique de contenu. C'est-à-dire qu'on mobilisait l'ensemble du personnel de l'entreprise avec une volonté future d'y agréger les offices du tourisme partenaires sur quelle fabrique de contenu sommes-nous, et poser cela comme un positionnement d'entreprise. C'est-à-dire que notre rôle central, premier, versus ce que fait un office du tourisme, versus ce que fait le CRT, quelle était notre place dans le continuum de la mise en marché du tourisme ou la pensée du tourisme. Et reviens sur parce que ça c'est... voilà. Donc, histoire, récit, narratif au service de la marque, c'est-à-dire que chaque récit, chaque narratif est au service de la marque au travers des valeurs et de son ADN telles qu'on les a déterminées. Ça va provoquer une philosophie dans le rapport que nous aurons aux supports qui vont être ceux des récits, qui était celui d'être à hauteur d'homme. C'est-à-dire la question c'est, si on prend des photos, à quelle hauteur on les prend? Si on fait des films, quel va être le scénario qui va être privilégié? Et si on met des gens comme ça en rapport direct avec le client, qui sont-ils? Et de fait, dans la conclusion qui a été celle que nous avons posée par rapport à cette philosophie, il s'agissait de n'avoir jamais un mannequin ou jamais aller chercher quelqu'un qui vienne d'ailleurs que d'amis, de connaissances ou d'une animation de la page Facebook avec des récompenses à la clé, où on voulait avoir un couple d'étudiants, une famille avec enfants, etc. Ils venaient tous, je mets des guillemets, de la vraie vie, et en essayant de faire en sorte que ce ne soient pas des modèles de type, mannequin. Mais diversité, toutes les diversités possibles devaient être dans le continuum de nos personnages. Ah, alors ça, donc, Sandrine, donc on a construit ce portail en mode projet. Et donc, on a mis à la tête du projet Sandrine, avec une sorte, vous savez, un peu comme à la mission Racine, on a dit au ministre Racine, c'est De Gaulle, hein, vous connaissez l'histoire. Hein. Il a pris un super ministre et il lui a dit, vas-y, à toi de jouer, tu as, je ne dis pas plein pouvoir, mais c'est toi qui vas construire la rénovation du littoral, enfin la mise en œuvre du littoral Languedoc-Roussillon. Ça vous rappelle quelque chose, hein? C'est la mission Racine, parce que c'était ce fameux super ministre qui était capable de siffler le ministre des Transports, le ministre de l'Économie, et il avait derrière le grand Charles qui lui donnait son onction. Nous avons donc donné l'onction à la reine Sandrine, et qui a piloté donc la machine. Vas-y. Oui, alors je suis loin d'être un super ministre.
Donc, on va voir les différentes étapes du projet. Et surtout, l'important, c'est qu'on s'est donné du temps. J'insiste parce que souvent, en fait, on ne se donne pas le temps, mais on s'est donné le temps de poser l'organisation qu'on va voir par la suite. Et on s'est aussi donné la possibilité de se tromper. Voilà, donc ça, je trouve que c'est important pour rassurer aussi les collaborateurs quand on lance un nouveau projet. Tu avais posé, et tu posais à chaque réunion les valeurs que tu souhaitais voir respectées. Alors, il y avait bienveillance, il y avait écoute. Bref, à chaque réunion, les valeurs étaient posées sur la table. Oui, parce que voilà, c'est important. Voilà, c'était vraiment un projet. On a voulu un projet d'entreprise. Je vais peut-être passer à la slide du coup d'après. C'était un projet d'entreprise dans un contexte un peu compliqué, puisque l'ADT, il y avait un peu moins de 50 salariés, très peu de turnover. Donc, il y avait pas mal de conflits, d'historiques. Donc là, c'était un projet qui permettait de remettre de la cohésion et justement de travailler tous ensemble. Entre-temps, il y a eu le confinement. Donc, il a fallu qu'on s'organise tous ensemble. Donc, la première étape, ça a été de prendre en compte les besoins de chacun des collaborateurs et de quelle manière ils se voyaient dans ce projet. Donc, en fait, on a fait des fiches d'identité via un Google Form où ils remplissaient, mais c'était plutôt personnel, mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'aurais envie de découvrir pour sortir un peu de leur métier de base. Ce projet offrait un petit peu une bulle d'air et la possibilité du coup d'acquérir de nouvelles compétences et changer un peu son métier au quotidien. Donc il y a eu ces fiches Google Forms et après des entretiens individuels avec chacun d'entre eux pour vraiment bien voir comment est-ce qu'on pouvait s'organiser tous ensemble. La deuxième étape, ça a été de poser cette organisation et qu'elle soit partagée avec l'ensemble des collaborateurs. Je veux bien insister, c'est très important ce que tu dis sur les centres d'intérêt. On voulait véritablement que chacun vienne pour ce qu'il était lui-même. Maman, avec combien d'enfants, célibataire, enfin bref, qui vienne avec sa vie propre, avec ses intérêts propres, style agent de ceci, sort de ce corps et laisse la place à ta vérité. Et c'est ce qu'on a souhaité d'entrée de jeu dans le management des individus autour de la table. Et Jean-François, ils ont tous dit OK là ? Eh bien, oui. Ils ont dit OK. Il y a même certains dont on sentait tu leur amenais quelque chose auquel ils n'avaient pas imaginé qu'ils puissent avoir accès. Par exemple, je pense à une labellisatrice handicap, c'est-à-dire dont le temps est celui d'aller dans des établissements vérifier que le fauteuil passe, etc. Et qui aujourd'hui est une fan de la rédaction. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu différents niveaux. Ça peut être de la photo, ça pouvait être de la veille pour apporter de l'information. Par exemple, Olivier, chez nous, qui s'occupe du courrier et de la maintenance, en fait, il fait beaucoup de courses, il fait beaucoup de vélo, donc il avait beaucoup à apporter aussi au niveau des contenus. Là, le comptable qui est très sur la Camargue, en fait, quand on a travaillé l'ADN de destination, à la base, on est tous des habitants de l'Hérault, donc on connaît tous nos destinations et on est tous à même aussi de conseiller notre cousin, notre frère à venir sur place. Ça a été vraiment notre philosophie de se dire, on est les mieux placés pour porter conseil et faire découvrir la destination, quel que soit notre métier de base. Et on est tous une photo d'une micro-société. On a tous vécu tous les drames que vivent les gens. On a tous les mêmes préoccupations sociétales. Sur l'échelle entre les jeunes qui arrivaient à 25 ans, 30 balais et ceux à 65 ans, on avait tous les cas de figure, y compris les gens qui ont été malades. C'est-à-dire tout ceci a été construit avec cette réalité. Voilà. Et l'objectif vraiment, c'était de travailler tous ensemble le plus dans la transversalité. Bon, là, je vous ai mis, mais c'est juste pour vous montrer, c'est illisible. Alors, le jour où elle est venue nous présenter ceci, on l'a recommandé à un médecin du cerveau. Non, en fait, c'était pour amener un petit peu de second degré et aussi pour en fait, que chacun trouve sa place. En fait, chacun avait donc trouvé sa place dans l'organisation et il fallait un schéma où il y avait des noms. En fait, derrière tous les petits traits que vous voyez, c'est des noms des collaborateurs. Il y a toute l'entreprise là, toute l'entreprise est dans l'avion. Et en fait, ça ressemble à un avion, donc il y a eu plein de jeux de mots, on est paré au décollage, on va se scratcher, je vous laisse imaginer.
Donc voilà, donc en zoomant sur par exemple sur les personas, là vous voyez donc c'était une aile de l'avion, notre aile très importante, vraiment la base, où on va retrouver nos 3 groupes personas avec les animateurs de ces groupes-là qui animent en interne plusieurs collaborateurs. Voilà, et du coup, là, comme disait Benoît, nos personas, ils font 8-9 pages. On a vraiment leurs attentes, leurs habitudes de vie au quotidien, leurs habitudes en vacances, qu'est-ce qu'ils aiment, nos objectifs aussi à nous, marketing, par rapport à cette cible, nos avantages concurrentiels, les besoins en médias. Voilà, et ces personas, on les travaille toujours, on les met à jour, et c'est la base de nos productions de contenu. C'est-à-dire que quand on dessine un contenu en comité éditorial, d'abord, il y a eu ce travail-là sur les personnages. Qu'est-ce qui va les intéresser la saison prochaine? De quoi on va pouvoir leur parler? Il y a une chose qu'il faut dire quand même aussi, c'est que c'est pas je fabrique un persona et puis après, parce que la plupart du temps, c'est on fabrique un persona, on est content, on s'est centré sur le persona, on ouvre le tiroir, on met le truc dans le tiroir, on dit c'est super, on a nos personas. Et puis quand on travaille véritablement, on les sort plus. Ou alors on n'a que des grandes approches très génériques, des grands axes, tout ça. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, c'est déjà très poussé, et surtout, il y a une personne qui est responsable du persona. C'est-à-dire qu'en fait, le persona, il n'est jamais fini, d'accord, enfin, il s'adapte, il y a une veille, c'est ça. Donc ça veut dire que la personne qui est responsable des jeunes, en fait, elle va veiller vraiment à ce que disent les jeunes, et que chaque fois qu'elle va intervenir sur la logique éditoriale, elle va toujours apporter de la valeur ajoutée au niveau de sa connaissance de la clientèle pour apporter des réponses pertinentes. L'objectif aussi, c'est de le faire évoluer avec nos objectifs. Là, sur le nouveau schéma, par exemple, on a une cible plus sociale qu'on n'avait pas quand on a créé les personas. Du coup, on va adapter les familles ou les jeunes, voilà, sur une cible plus sociale. Donc, on va les retravailler aussi pour être plus en attente, en adéquation avec leurs besoins. Et on va cibler aussi la question de la stratégie, notamment sur les saisons. Par exemple, on a décidé de ne plus communiquer sur l'été chez nous, et on a décidé de travailler l'hiver. De dire, voilà, on se met un challenge, c'est une question de branding, sur l'hiver. Eh bien, le cahier des charges des responsables de persona, ça a été de, très bien, mais qu'est-ce qu'ils font l'hiver? Quel est leur désir? Quel est leur budget? Donc dans l'avion, on a les personas, mais on a aussi, alors je vais vous passer rapidement les différents groupes pour que vous puissiez comprendre l'organisation. Hop, j'étais trop vite. Alors on a le comité éditorial, donc là on définit la stratégie éditoriale, la ligne, la charte et le calendrier éditorial, à la base d'un travail fait par les personas. Ensuite, on a les rédacteurs qui prennent les commandes. Donc là, sur les rédacteurs, on a fait on avait à l'époque, avec l'ancien site, un web rédacteur. Aujourd'hui, on a une dizaine de rédacteurs. Alors, entre 10 et 15, ça dépend. Ils ne sont pas tous rédacteurs à temps plein, évidemment. On en a une rédactrice à temps plein. Les autres, ce sont, comme je vous disais tout à l'heure, des gens qui ont comme centre d'intérêt, des centres d'intérêt un petit peu différents et qui vont prendre en charge la rédaction des contenus qu'ils maîtrisent. Alors, ce n'est pas forcément des rédacteurs à la base, ils ne sont pas dans le marketing, pas forcément dans la communication, mais ils ont envie de parler, de recommander, de conseiller. Par contre, ils ont été formés. On a fait beaucoup de formations, d'accompagnement. Et ce qui nous permet justement de pouvoir produire davantage de contenu de qualité parce qu'on est plusieurs à travailler sur le site. Ces rédacteurs-là, ils ne sont pas tout seuls, ils sont aidés en comité de production avec des gens qui vont apporter de l'information, là, on n'a pas encore essayé le chat GPT, mais là, c'est en interne, donc on partage nos informations sur Teams pour aider le rédacteur justement à produire sa page le plus simplement possible. Ensuite, on a le groupe média. Donc, le groupe média, lui, c'est sur essentiellement les photos, les reportages, aider les rédacteurs à trouver les photos. Sur notre site, ce qui n'allait pas sur notre ancien site, c'est qu'on avait peu de photos, des petites photos et des photos de paysages. On n'avait quasiment pas de personnes dessus, ou alors elles étaient de dos. Donc là, on a fait un gros boulot de photos pour amener de l'émotion, du sourire, nos personas. Pour info, par exemple, sur le CMS, on a 5300 photos pour nourrir nos pages reportages, enfin nos pages éditoriales hors base de données. Donc, ce qui était un boulot énorme. On a nos photos, on a les photos des partenaires aussi avec lesquels on travaille beaucoup et les photos qu'on produit en interne.
5300. Ouais, c'est dans le CMS là. Enfin, après, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, allez regarder en fait l'iconographie sur le site web et surtout l'atmosphère et l'ambiance que ça dégage. Parce que tout ce qu'elle vient d'expliquer là, ça se matérialise vraiment sur, moi je trouve, l'atmosphère et l'ambiance, où c'est très joyeux, happy, enfin, on a vraiment l'impression que, enfin, on le voit un peu ici, hein, mais c'est toutes les pages. Donc en fait, quand vous rentrez dans un univers, et je trouve que c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on y est arrivé, quoi. Alors, juste pour compléter sur la fabrique des photos, nous sommes allés vers les destinations, c'est-à-dire c'est structuré par Office du tourisme, donc qui eux-mêmes relèvent d'une destination, de notre grande destination, et nous aujourd'hui nous coproduisons ces photos. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça tourne de partout chez nous en coproduction, c'est-à-dire qu'on partage l'écoute, on choisit ensemble le journaliste, on a travaillé en amont le récit. Et ensuite, évidemment, en termes de droits, on les retrouve sur notre site web et sur leur site web. Et de fait, aujourd'hui, quasiment 90% des productions de films et de photos sont faites en co-construction, en partenariat avec nos offices de tourisme. C'est dans la mutualisation. Là. Complète. Allez, vas-y Sandrine, parce qu'on Alors, t'a coupé. ouais, alors juste pour pouvoir mettre en place ces groupes, on a eu beaucoup de formations et d'accompagnement. Voilà, il faut quand même du temps pour que ça se mette en place, que ce soit des formations avec un avocat pour tout ce qui était droit photo, parce qu'on était complètement largués sur tout ce qui était droit à l'image, droit d'utilisation, à la rédaction, à la veille. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a pris le temps de bien tous se former et de se rassurer aussi, c'était important. Alors pour finir, donc on a les experts techniques, où là c'est plus sur les outils sur le site, les experts statistiques, où là c'est un groupe où on a voulu aussi plus de transversalité, c'est-à-dire que la personne qui utilise les stats, qui va analyser les stats sur les réseaux, la personne qui analyse les stats sur les news, au niveau de l'observatoire et au niveau du site, on a fait un groupe commun pour justement plus de transversalité et de tirer des plus de conclusions possibles. Et pour finir, le comité de pilotage qui était en œuvre lors du projet, mais qui n'y est plus, donc était plutôt en instance décisionnelle au fur et à mesure du projet. Alors là, si je lis bien ce que tu dis, en fait, c'est la logique vraiment d'expertise, quoi. C'est-à-dire que finalement, il y a de l'expertise technique, métier, d'accord, de la photo, de la rédaction et tout ça. Et après, par les personas, finalement, c'est de l'expertise de destination. C'est-à-dire finalement, et centré clientèle. Finalement, c'est vraiment de dire, mettre les gens dans l'expertise qu'ils ont et les pousser à avoir de plus en plus d'expertise pour l'exprimer sur le site web. Donc voilà, c'était l'objectif du projet. Donc, comme je vous disais au début, un projet d'entreprise transversal où tout le monde va trouver sa place, où chaque groupe est indispensable pour que l'avion ne se scratche pas, justement. Et donc, on a tous des objectifs communs, c'est de produire des contenus de qualité et inciter l'internaute à naviguer et à venir sur place. Donc voilà, rapidement, donc le site. Voilà, c'est juste voilà, une page du site où l'idée c'est d'avoir, on suit nos personas, on découvre des circuits, des tops, toujours dans la recommandation, le conseil, même nos pages reportages. En fait, avant, on était dans la description d'un produit. Là, on est plutôt dans le regard humain de l'offre qu'on propose. On est vraiment plus du tout... Un regard qui est signé à chaque fois par celui qui va porter ses envies, qui veut les faire partager. Il y a la photo de la personne qui rédige, il y a son nom, enfin son prénom, sa mission, si elle travaille à l'ADT ou pas, et son centre d'intérêt. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Gilles qui travaille à l'ADT de l'Hérault, c'est Gilles qui travaille à l'ADT de l'Hérault, mais qui est passionné de randonnée, de VTT. D'où sa position de pouvoir vous donner des conseils, et puis des conseils certifiés, parce qu'on est quand même ADT de l'Hérault. Alors, j'y vais. Oui, les facteurs de succès. Donc, les facteurs clés de succès, c'était, je pense que vous avez compris, l'implication et la motivation de tout le monde. Voilà, ça n'a pas été forcément évident tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Mais on y est arrivé et ça a été une force de cohésion dans l'entreprise. Le droit d'oser, de se tromper. Pour moi, ça, c'est important aussi pour tous nous rassurer, de se dire, la direction a eu un message assez clair, on essaye, on teste et on se donne le droit à l'erreur. Et l'agilité. Alors, l'agilité, c'est un nouveau mot chez nous.
On n'avait jamais travaillé de manière agile. Donc voilà, on a eu des séminaires avec notre agence web, Leitis, qui est ici présente, et avec ID Réseau. Donc on a fait des séminaires de co-construction. Où là, ça a été vraiment tout nouveau chez nous. C'était un peu déstabilisant pour pas mal parce qu'en fait, on concevait le site en même temps qu'on en parlait. On faisait des allers-retours. On faisait très peur en interne, il faut le dire. C'est pas un long fleuve tranquille quand même. Tu évoquais la question générationnelle. Et dans une entreprise, il y a des problématiques générationnelles avec des adaptabilités pas tout à fait les mêmes. Mais donc on s'est fait un peu peur. Mais au final, on a produit combien de pages en interne? Je sais plus. Amandine, combien on en a produit? Un paquet, hein. Plus de 1000 pages. Hein. Voilà, plus de 1000 pages produites tout en interne. Et oui, ce qui était déstabilisant, c'est que sur notre ancien site, c'était assez carré, droit, on ne pouvait rien modifier. Donc on avait un gabarit, tu as tant de mots à mettre là, une image à mettre là, et puis c'est tout. Là, on construisait en même temps. Donc pour beaucoup, ça a été déstabilisant, mais c'est aussi ce qui a fait que le site, il répond autant à ce que nous, on voulait, quoi, et à ce que, pour nous, les personas ont envie aussi d'avoir comme information. Ensuite, l'adaptabilité, les bons experts autour de nous au point clé. Et une organisation, comme on l'a vu tout à l'heure, bien détaillée, bien posée avec tout le monde pour qu'elle soit bien intégrée aussi par tous. Et les bons outils, donc comme on a détaillé, il y a l'ADN, il y a la stratégie marketing, la stratégie éditoriale, les personas, tout ça bien posé et on ne les oublie pas. C'est-à-dire que souvent, régulièrement, il faut qu'on les relise, qu'on se les remette à l'ordre du jour pour ne pas les laisser sur le coin du bureau et oublier. Et puis, l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences en interne, ça a été aussi le fait de sortir de son quotidien, d'offrir cette bulle d'air qui a permis justement de motiver et d'impliquer un peu tout le monde dans le projet. Et il manque peut-être un truc là, non, le pilotage. Le bon pilote. C'est ça, parce que de ne pas lâcher, d'accord, le faire en douceur, de ramener, parce que là, elle est paraît toute gentille, mais n'empêche qu'elle n'a pas lâché. Et je pense que c'est vraiment une des clés de la réussite, quoi. Après, il faut beaucoup d'accompagnement, d'empathie et de prendre le temps avec chacun. Chacun est différent. Donc, de prendre le temps pour accompagner. Il y en a qui n'ont pas besoin, il y en a qui ont besoin. Donc, il faut s'adapter, beaucoup s'adapter. Ouais. Alors, les difficultés, les réfractaires. Donc, ça, les négationnistes, on va dire. Et bien, en fait, il y en a eu, hein. Il y en a eu et c'est pas évident parce que quand on essaye de lancer un projet, d'impliquer tout le monde, quand il y a un petit noyau un peu négatif, c'est compliqué. Mais on a lancé le train avec ceux qui voulaient. On était quand même très nombreux à vouloir y aller. Et en fait, au final, tout le monde a rattrapé les wagons et maintenant on roule avec tout le monde. L'implication de tous et la transversalité, donc ça a été une difficulté parce que, comme je vous disais, on a des métiers différents. Donc pour beaucoup, ce n'était pas la priorité. Site internet, ils sont bien mignons, produire des contenus. Moi, j'ai autre chose à faire, j'ai une offre à développer. Voilà. Il y avait, comme dans beaucoup d'organisations, la direction du marketing et la direction du développement. Et les développeurs se disant, nous, voilà, le marketing, c'est pas nous. Et puis nous, on a des priorités. Et ces priorités nous prennent tout le temps, etc. Donc on a un peu tordu les choses. Hein, on a un peu forcé, oui, c'est vrai. Mais vous verrez... à la fin, on vous expliquera, mais il n'y a plus de développement et il n'y a plus de marketing, aérotourisme désormais. C'est-à-dire que ça nous a permis aussi de casser complètement notre vision de l'entreprise. Donc voilà, et puis juste avant la sortie du site, quand même un gros coup de stress. Pendant 15 jours, tout le monde, priorité pour tous, c'était le site internet. Parce que sinon... Il y a ceux qui préfèrent travailler seuls aussi, ce qui est une réalité. Donc, quand on demande à travailler en équipe, en transversalité, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, il faut écouter, il faut entendre, et puis l'idée c'est de proposer des outils collaboratifs, mais qui sont moins prenants. On va pas aller travailler dans un espace coworking, mais de travailler sur un Teams plus léger, d'essayer de les intégrer petit à petit. Et la peur du changement, au quotidien, hein, les difficultés, c'est de l'accompagnement et de la rassurance. Ça, c'est les résultats, je te laisse le soin de les décrire.
Bon, les résultats, bah, du coup, voilà, ça a été que du positif sur le site. Les stats augmentent, que ce soit le temps passé sur le site, la fidélisation, le taux de rebond qui diminue, et le SEO qui est de plus en plus optimisé. On a encore du travail parce que j'ai fait les 2 ateliers ce matin et on a du boulot, mais on a des bons résultats. Et bien là, quelques chiffres. En 2022, on a produit plus de 50 nouvelles pages, donc que ce soit nous ou en coproduction, parce que de plus en plus, on va coproduire avec les offices de tourisme, justement, pour être davantage plus riche dans l'information. Ouais, mais on essaie aussi d'aller au-delà de l'office du tourisme. Je prends un exemple. On voudrait mettre en récit ce qui est un peu un élément de notre ADN. Et je prends un exemple, le Moyen-Âge juif en Languedoc a été fondateur, Université de Montpellier et autres. Eh bien, on a une page qui a été pilotée, on a amené évidemment toute notre ingénierie, mais qui a été pilotée par l'Institut Mamoïde de Montpellier. Donc on a des experts extérieurs qui se sont prêtés au jeu, qui ont reçu les éléments de type, voilà, l'économie de mots, l'économie d'image, et on a une personne dédiée à cet accompagnement pour que quiconque le souhaite, monsieur tout le monde presque, puisse intégrer notre portail pour délivrer sa vision de quelques jours chez nous. Mais avec un cadre quand même. Avec un cadre, complètement. Des gabarits, tout ça, ce que tu gabarits, etc. Oui, mais... Après, là, on est en train de finir le développement d'un widget marque blanche sur l'itinérance, parce que chez nous, c'est très important, tout ce qui est itinérance, itinéraire, il y a un gros travail qui est fait, et donc mutualiser avec les partenaires, donc qu'ils puissent intégrer sur leur site ce qui remonte justement chez nous sur les itinéraires. Et après, voilà, on a produit 30 vidéos, 1555 photos exactement, et plus de 180 vidéos donc, sur la chaîne. Et les 30 vidéos et les 1555 photos, c'est notre vitesse de croisière, c'est notre objectif. Tous les ans, c'est ce que nous devons produire. Parce qu'on veut remplir l'ensemble des champs sur lesquels nos personas n'ont pas été encore posés, que ce soit notamment sur la culture, par exemple, où là, il y a beaucoup de choses encore à produire. Et voilà. Et on est arrivé, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la fin du commencement, puisqu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que nous progressions dans cette aventure qu'on avait changé l'humain. Les besoins n'étaient plus les mêmes, les demandes étaient différentes. Et on s'est, à un moment donné, posé la question de est-ce qu'il ne faudrait pas mettre tout ça, renverser la table. Et donc, on a imaginé des rencontres d'écoute, on appelait ça les pizza day, on se retrouvait entre midi et 2, chacun y allait, etc. Et au final, on a changé notre organisation pour la rendre transversale et plus pyramidale. On a cassé donc l'organigramme traditionnel et on a proposé un travail en autonomie, en mode projet. Et du coup, voilà notre nouvelle organisation. Vous le voyez, on a imaginé pour les grandes décisions de la boîte de les confier à un conseil stratégique. Ce conseil stratégique est fait, tout le monde peut à terme y être présent, et il est fait des responsables de chacun de ces bulles qui chacune fonctionne en mode projet et qui va répondre chacune à un des enjeux, des objectifs du schéma de développement touristique. En matière, que ce soit marketing ou développement, vous le voyez, il n'y a plus de direction du marketing ou de direction du développement, ça n'existe plus. Nous traitons tout ceci de la même manière. De toute façon, notre constat, c'est que ça ne peut pas être séparé. Le développement séparé du marketing, ça ne veut rien dire. Donc, on a intégré ce nouveau rapport et qui s'est traduit par un nouveau management de nos destinations et de nos territoires. C'est-à-dire qu'on ne va plus désormais, et on les voit quasiment tous les mois, sinon davantage, c'est-à-dire on a instruit un rapport avec nos destinations et nos offices du tourisme totalement régulier, totalement intégré. Et le propos n'est plus d'aller leur dire, voilà, on va faire ça sur les réseaux sociaux, on va faire ça sur les marchés. On a oublié ça, ça on maîtrise. Non, on leur dit, quel scénario? Quel scénario? Qu'est-ce qu'on raconte? Quelles histoires? Et on manage avec eux un corpus de narration,
un corpus d'histoire, c'est notre doxa. Et derrière ce corpus de narration et d'histoire, on coproduit tous les éléments qui vont permettre de les traduire en vidéo, photo, récit. Mais au commencement, il y a ce rapport et cet échange. Et on s'est rendu compte qu'en fonctionnant de cette façon, on retrouvait dans les tours de table de plus en plus de maires, de présidents, de Comcom, de politiques. Parce que ça questionnait aussi leur désir de territoire. Est-ce qu'ils veulent ce type de clientèle? Est-ce qu'ils veulent ce type d'équipement? Est-ce qu'ils veulent plus de réseaux vélo? Est-ce qu'ils veulent... Et ce travail de scénarisation, nous l'avons pensé avec chaque territoire sur une durée qui est de 3 ans. On lance le projet et au bout de 3 ans, on fera le bilan des éléments qui auront progressé dans l'objectif territoire. Ça veut dire que ton site internet, tu contractualises tous les 3 ans oui. avec un territoire sur finalement du marketing de l'expérience, parce qu'en fait, les scénarisations, c'est la logique expérientielle. C'est ça? Exactement. C'est-à-dire que nous conventionnons sur 3 ans avec chaque territoire, on signe une convention, hein. Ouais. Mais on rentre des éléments d'observation, des éléments du SIT, de marketing, etc. et des récits. Donc et ensuite, on a une convention annuelle qui va être les consommables de projets année après année. Voilà. Et sur le portail, nous les invitons systématiquement, en fonction d'une stratégie que l'on souhaite évidemment de marque, notamment sur la question de l'hiver. Un autre exemple, cet été, on ne va pas communiquer sur l'été, je l'ai dit. Donc on travaille en ce moment sur un baseline qui est servi frais. On vous sert, et l'héros servi frais. Et donc, on a demandé à tous nos partenaires de mobiliser toutes les expériences, soit au petit matin, soit la nuit, soit en zone à moins 20 degrés. Un caveau, un musée, une église, etc. Et les partenaires en ce moment sont en train de réfléchir et vont nous livrer un certain nombre d'idées, de contenus, et on va travailler sur ces contenus avec eux, et puis on va les redistribuer sur le portail pour l'été en fonction des personnages. Et est-ce que le contenu qu'ils construisent, eux, ils le réintègrent aussi chez eux, sur leur propre site web, ou est-ce que c'est je produis pour l'érotourisme, ou à un moment donné Ils produisent pour nous, mais les contenus éditoriaux type photo, campagne photo, etc., ils les récupèrent et puis ils en font leur miel, leur convenance. Ouais, t'inquiète pas, avec ChatGPT, tu pourras récupérer en fait les contenus, les changer et les remettre sur ton propre site web, ce ne sera pas les mêmes. Donc voilà le type d'organisation à laquelle nous sommes arrivés. Et qui, voilà. Alors, ça c'est... si vous avez une envie pressante d'héros, vous savez où trouver l'inspiration. Si vous avez une envie pressante de questions, c'est maintenant. Donc là, je pense que merci pour cet exposé. Je pense qu'il était assez exhaustif. Si vous avez envie de dialoguer, ils sont là, profitez-en. Des questions? Non, c'est la fin de journée, on est fatigué. Une question, allez. Juste pour le fun, quoi. Une critique, par exemple, un truc Michael. Ouais, d'accord, mais quand même. T'as pas de questions? Oui, voilà. Ah, j'étais sûr, il faut juste lancer la machine. Je me posais la question, pour travailler en office de tourisme, comment s'est passée l'articulation en fait, avec les territoires sur votre département? Alors, nous avions déjà une culture collaborative avec les offices du tourisme, donc il y avait un lien qui existait. Et en fait, on leur a simplement, on est allé sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas compté le temps. Et, je prends un exemple. Les 10 premières années ou les 20 premières années quand j'étais dans le tourisme, moi j'ai commencé par aller à Londres, vous voyez ce que je veux dire, à Bruxelles, à New York, voilà. Je suis passé quasiment 25-30% de mon temps sur les marchés, à être devant un comptoir et à faire passer des diapositives, vous savez. Ah là, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est fini. Je ne vais plus à l'extérieur. Et tout le temps, avec mon équipe, à 3, à 4, on prend la bagnole et on y va. Et on y va. Et on y va. Des centaines de kilomètres. Et on y va. On va chez eux. On visite avec eux. Par exemple, on a une règle, une question posée, c'est dans la journée qu'il doit y avoir la réponse. Vous entendez? Dans la journée, pas dans 2 jours.
dans la journée. On nous demande d'assister à une réunion, quelqu'un va y aller, quoi qu'il arrive. Donc on est passé en mode, j'allais dire, hyper présent et hyper accompagnant de chacun des offices du tourisme. Après, juste pour la production des contenus, c'est de montrer aussi l'intérêt pour l'office de tourisme. L'été dernier, on a fait par exemple les destinations du littoral sans voiture. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de pouvoir réunir de l'info de l'ensemble de nos destinations sur une thématique pour les réunir sur une même page et ensuite développer du contenu par eux, mais renvoyer vers leur site internet parce que l'info, elle est là-bas. Mais l'idée, c'est d'offrir une visibilité globale de la destination, donc leur donner plus de visibilité sur leur contenu, in fine, d'aller vers leur site internet pour que l'internaute trouve l'ensemble vraiment précisément du contenu qui est recherché. Voilà. Et puis, boosté par nos outils, des newsletters sur les réseaux sociaux. Voilà. L'idée, c'est que ces pages co-construites aient plus de poids et plus de visibilité aussi sur les outils de promotion. On a une petite machinerie quand même qui fonctionne plutôt bien en matière de GRC, avec un spécialiste de GRC formé depuis 15-20 ans. On a un spécialiste aussi du HATS sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et de fait, c'est tellement évident, j'allais dire, qu'on n'en parle même pas. L'Office du tourisme sait que ça existe. Et ça nous permet, nous, de nous consacrer 100% à la question du récit. Oui, je vais... Ah, s'il a cassé le micro, il va le payer. Là. Oui, je vais le dire comme ça. Je me posais la question par rapport au droit à l'image de l'ensemble des photos. On a produit quand même assez impressionnant de photos. Et nous, je viens de vous répondre. On avait un photographe interne. On était sans arrêt embêté avec ce problème justement d'avoir des personnes sur les photos. On a fait le choix justement de ne pas en mettre, mais voilà. On sait que l'idée, c'est quand même d'aller dans le sens. Ouais, c'était une autre grosse problématique avant. On s'est fait accompagner d'un avocat justement pour bien comprendre tout. C'est super complexe, avoir les contrats qui vont bien. Et en fait, beaucoup de reportages sont faits avec des photographes. Et donc, on a Stéphanie chez nous qui a pris en main ce projet-là avec tout le groupe média parce que du coup, ça demande beaucoup de boulot. Mais en fait, derrière, tout est signé. C'est-à-dire que les personnes qu'on voit là, sur notre site, souvent, c'est lié à des reportages photos faits avec des photographes. Donc, en fait, on fait une journée de shooting avec un photographe, des personas. Elle organise toute la journée, tout est mis en place et tout est signé. C'est-à-dire que les droits à l'image, on a tout en bécane, au cas où, si jamais un jour il y a un souci, on puisse... Mais ça a été un gros boulot parce que les droits à l'image, c'est... Y compris en interne, c'est-à-dire que tous les producteurs en interne, tout le monde signe sa décharge. Tout le monde. Et qui a été donc validé par un avocat. Une autre question ? Ah. Tu veux y aller ? Tiens, Oui, vas-y, fais-toi l'aller là-bas. Il y a monsieur Vincent Van de Velde. Je ne peux même plus poser mes questions incognito. Non, c'était juste d'ordre plus général, c'est-à-dire que moi, quand je vous vois parler de tout ça, alors je connais un petit peu votre dossier, forcément, faisant partie d'Idées Réseau, j'en ai entendu parler, vu l'accompagnement de Benoît, mais moi, ça me donne l'impression d'une structure qui s'est révélée à elle-même un peu. Et du coup, ça m'amène à à une question à vous poser. Depuis une vingtaine d'années que je suis dans le tourisme, je m'interroge toujours sur le fait que, des fois, on a l'impression que les acteurs ont du mal à trouver leur place. Le CRT, l'ADT, l'Office, etc., etc. Et que chacun a tendance, quelquefois, à faire un peu la même chose, ou au contraire, etc. Bon, tous les territoires sont différents, mais... Du coup, sans donner de leçons à personne, mais maintenant que vous avez eu un peu ce projet structurant qui vous a repositionné dans votre écosystème, comment est-ce que vous définiriez le rôle d'un département, du coup, de l'échelle départementale, dans la promotion touristique ? Scénariste d'une marque. Si le département relève d'une marque, je prends l'Hérault par exemple, on pouvait se poser la question il y a 5-6 ans, est-ce une marque ? Mais la Covid est passée par là. Certaines pratiques sociales et des éléments sociétaux ont bougé.
Et pendant 1 an et demi, la France a été structurée par département. C'est la pandémie. Ça veut dire que BFM, France 2, toutes les télés, tout le monde, c'était département, département, département. La pensée aussi d'appartenance à quelque chose, c'est-à-dire où je suis, qu'est-ce que je vis. Bref, je crois qu'il y a eu une montée en densité des destinations départementales. Et d'ailleurs, ça existe encore, puisque je suis tombé sur des reportages où l'Hérault était cité comme véritablement le pays du Pic Saint-Loup et autres, etc. Donc, voilà. La question du branding. Rappelle-moi ce que tu disais. Et bien, le rôle, c'est ça, c'est à partir du moment où il a une marque, à lui de la scénariser et d'embarquer tous les partenaires pour qu'il n'y ait pas une fragmentation. Nous, on est une destination potentiellement fragmentée. Montpellier, Sète, Béziers, Cap d'Agde, qui sait quand il va au Cap d'Agde où il est? Et donc, notre hypothèse, c'est qu'il faut donner une densité, une intensité à la marque, parce qu'on sait que l'expérience que l'on souhaite est une expérience à minima sur 3-4 jours, question de développement durable. Donc si les 3-4 jours, il faut amener les gens à se bouger, éventuellement à vélo. Et donc pour créer cette unité et cette densité d'image qui relève de cette marque, il s'agit d'avoir un opérateur pour la marque. Le CRT ne peut pas le faire, et un office du tourisme tout seul ne peut pas le faire. Et quant aux marchés européens ou internationaux, eh bien, par exemple, on s'est dit, ben nous on arrête. Hérotourisme arrête. On s'occupe des marchés francophones. On ne peut pas entretenir un site en anglais et en allemand. Donc on arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des contrats destination. C'est merveilleux, il y a un contrat destination Montpellier. On a agrégé à Montpellier la marque Languedoc, qui était une marque que l'on estimait audible et repérable sur les marchés internationaux. Et toute notre stratégie européenne passe par le contrat destination Montpellier. Tout simplement, on considère que la marque Montpellier agrégée de Languedoc rentre dans l'objectif qui est le nôtre de poser notre destination comme attractive pour les Allemands, pour les Anglais, etc. Mais on a dégagé complètement tout back-office sur les marchés internationaux aérotourisme. Après, vous avez apporté aussi une véritable... Tu en parlais tout à l'heure sur la GRC, sur les ads, tout ça. C'est quelque part, vis-à-vis des offices du tourisme, vous apportez de l'expertise. Ça veut dire que si aujourd'hui, moi je sais qu'avec Montpellier, par exemple, je connais mieux Montpellier, on est Montpellier, hein, c'est pour ça. Hein. Et à un moment donné, ils veulent faire une campagne de web marketing et tout ça. Finalement, vous avez l'expertise, vous êtes un prestataire en fait institutionnel qui permet de réaliser cette expertise et ils n'ont pas de problème pour passer par vous. Exactement. On a gagné sur 10 ans une crédibilité en termes d'efficience et d'efficacité par rapport à ce que j'exprimais, c'est-à-dire la réactivité sur une campagne autour de, je ne sais pas moi, envoyer X milliers d'e-news sur tel ou tel. D'ailleurs, nous avons nous-mêmes co-construit une data dont nous sommes propriétaires et qui nous permet de suivre nos clientèles par rapport, évidemment, vous le savez, au champ de clics sur les e-news. Mais toute la partie management GRC est fait avec les offices du tourisme. Voilà. Et donc on a tout un système, mais on a fait rentrer d'ailleurs la question du récit dans, ça nous a fait repenser aussi nos e-news, et on a construit nos e-news en termes de récit, et non plus en un coup Montpellier, un coup machin, un coup truc, on a essayé de leur donner une sorte de fluidité dans leur signification. Ça veut dire aussi que c'est un travail en réseau en fait. C'est ce travail-là, expertise, réseau. Et finalement, enfin, moi, ce que je trouvais intéressant dans le projet, c'était comment un site web cristallisait en fait une logique de gestion de projet en mode réseau et centré vraiment sur une logique client à fond la caisse, hein, avec une logique de recommandation forte là-dessus, hein, et sur de l'expertise. Voilà, mais on est allé très loin, puisqu'on pourrait demander, mais on sert à quoi l'entreprise? Enfin, eh bien, au bout du bout, on l'a dit, hein, d'abord à rendre heureux les gens qui y travaillent. Et vraiment, on l'a dit, hein, et si on devait avoir un seul projet, c'est que chaque agent de l'ADT vienne au travail avec le sourire, heureux de venir bosser. Et si on réussit ça, déjà, je pense qu'on a fait un grand pas dans la mission qui est la nôtre. Sandrine, tu es heureuse? Oui, j'ai l'air. Hein. Ça va alors. Non, l'idée, oui, c'était vraiment ça, c'était la bulle d'air. Et puis, à partir de l'ADN, c'était aussi de se dire, bah voilà, on va transcrire ce qu'on est
finalement. Et du coup, on voulait vraiment de la sincérité, de la connivence avec l'internaute. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important, voilà, dans le sens du message qu'on a voulu passer, dans les contenus. Et ouais, du coup, j'espère qu'on touche vraiment nos personas de manière intéressante, parce qu'on essaye de vraiment, comme si on parlait, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on se met à la place que si on avait notre cousin au téléphone, qu'est-ce qu'on lui conseille en fait. Et là, on voulait être dans le vrai, dans la sincérité, donc on ne cache pas ce qui ne va pas aussi, et de manière un petit peu décalée aussi. Voilà, c'était un peu l'image, on voulait retranscrire l'image de la destination. Et c'est le message, vous voyez, il y a des Sophie du tourisme ou des personnes qui nous disent mais qu'est-ce que je fais, etc. Je dis c'est pas compliqué. Tu as ta cousine de Brest qui arrive la semaine prochaine. Elle vient avec son mari et ses 2 gosses. Et tu vas les recevoir pendant 4 jours. Dis-moi ce que tu vas leur faire, c'est tout. Du bon sens et de la connaissance. C'est bon? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, bravo. Merci. Il le mérite, je pense.